Elle me répondit après quelques minutes de réflexion d'une voix pensive. Je pense qu'elle va trouver que tu es trop vieux. Oui, c'était ça. J'en fus convaincu dès qu'elle le dit, et la révélation ne me causa aucune surprise. C'était comme l'écho d'un choc sourd, attendu. La différence d'âge était le dernier tabou, l'ultime limite, d'autant plus forte qu'elle restait la dernière et qu'elle avait remplacé toutes les autres. Dans le monde moderne, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d'être vieux. Elle va trouver ça malsain, pas normal que je ne sois pas avec un garçon de mon âge, poursuivit-elle avec résignation. Eh bien oui, j'étais un homme vieillissant. J'avais cette disgrâce, pour reprendre le terme employé par Coetzee. Il me paraissait parfait et je n'en voyais aucun autre. Cette liberté de mœurs, si charmante, si fraîche et si séduisante chez les adolescents, ne pouvait devenir chez moi que l'insistance répugnante d'un vieux cochon qui refuse de passer la main. Ce que penserait sa sœur, à peu près tout le monde l'aurait pensé à sa place. Il n'y avait à cela pas d'issue, à moins d'être un commerçant chinois. J'avais décidé cette fois-là de rester à Madrid toute la semaine et 2 jours plus tard, j'eus une petite dispute avec Esther au sujet de Ken Park, le dernier film de Larry Clark qu'elle avait tenu à aller voir. J'avais détesté Kids, je détestais Ken Park encore davantage. La scène où cette sale petite ordure bat ses grands-parents m'était en particulier insupportable. Ce réalisateur me dégoûtait au dernier degré, et c'est sans doute ce dégoût sincère qui fit que je fus incapable de m'empêcher d'en parler, alors que je me doutais bien qu'Esther l'aimait par habitude, par conformisme, parce qu'il était cool d'approuver la représentation de la violence dans les arts, qu'elle l'aimait en somme sans vrai discernement, comme elle aimait Michael Haneke par exemple, sans même se rendre compte que le sens des films de Michael Haneke, douloureux et moral, était aux antipodes de celui des films de Larry Clark. Je savais que j'aurais mieux fait de me taire, que l'abandon de mon personnage comique habituel ne pouvait m'attirer que des ennuis. Mais je ne pouvais pas, le démon de la perversité était le plus fort. Nous étions dans un bar bizarre, très kitsch, avec des miroirs et des dorures, remplis d'homosexuels paroxystiques qui s'enculaient sans retenue dans des backrooms adjacentes, mais cependant ouverts à tous. Des groupes de garçons et de filles prenaient tranquillement des coca aux tables voisines. Je lui expliquai en vidant rapidement ma tequila glacée que l'ensemble de ma carrière et de ma fortune, je l'avais bâti sur l'exploitation commerciale des mauvais instincts, sur cette attirance absurde de l'Occident pour le cynisme et pour le mal, et que je me sentais donc spécialement bien placé pour affirmer que parmi tous les commerçants du mal, Larry Clark était l'un des plus communs, des plus vulgaires, simplement parce qu'il prenait sans retenue le parti des jeunes contre les vieux, que tous ces films n'avaient d'autre objectif que d'inciter les enfants à se comporter envers leurs parents sans la moindre humanité, sans la moindre pitié, et que cela n'avait rien de nouveau ni d'original. C'était la même chose dans tous les secteurs culturels depuis une cinquantaine d'années. Cette tendance prétendument culturelle ne dissimulait en fait que le désir d'un retour à l'état primitif où les jeunes se débarrassaient des vieux sans ménagement, sans état d'âme, simplement parce qu'ils étaient trop faibles pour se défendre. Elle n'était donc qu'un reflux brutal, typique de la modernité, vers un stade antérieur à toute civilisation, car toute civilisation pouvait se juger au sort qu'elle réservait aux plus faibles, à ceux qui n'étaient plus ni productifs ni désirables. En somme, Larry Clark et son abject complice Harmony Corrine n'étaient que deux des spécimens les plus pénibles et artistiquement les plus misérables de cette racaille nietzschéenne qui proliférait dans le champ culturel depuis trop longtemps et ne pouvait en aucun cas être mis sur le même plan que des gens comme Michael Haneke ou comme moi-même par exemple, qui m'étais toujours arrangé pour introduire
une certaine forme de doute, d'incertitude, de malaise au sein de mes spectacles, même s'ils étaient, j'étais le premier à le reconnaître, globalement répugnants. Elle m'écoutait d'un air désolé, mais avec beaucoup d'attention. Elle n'avait pas encore touché à son fanta. L'avantage de tenir un discours moral, c'est que ce type de propos a été soumis à une censure si forte, et depuis tant d'années, qu'il provoque un effet d'incongruité et attire aussitôt l'attention de l'interlocuteur. L'inconvénient, c'est que celui-ci ne parvient jamais à vous prendre tout à fait au sérieux. L'expression sérieuse et attentive d'Esther me désarçonna un instant, mais je commandai un autre verre de tequila et je continuai, tout en prenant conscience que je m'excitais artificiellement, que ma sincérité elle-même avait quelque chose de faux. Outre le fait patent que Larry Clark n'était qu'un petit commerçant sans envergure, et que le citer dans la même phrase que Nietzsche avait déjà en soi quelque chose de dérisoire. Je me sentais au fond à peine plus concerné par ces sujets que par la fin dans le monde, les droits de l'homme ou n'importe quelle connerie du même genre. Je continuais pourtant, avec une acrimonie croissante, emporté par cet étrange mélange de méchanceté et de masochisme, dont je souhaitais peut-être qu'il me conduise à ma perte après m'avoir apporté la notoriété et la fortune. Non seulement les vieux n'avaient plus le droit de baiser, poursuivis-je avec férocité, mais ils n'avaient plus le droit de se révolter contre un monde qui pourtant les écrasait sans retenue. On faisait la proie sans défense de la violence des délinquants juvéniles avant de les parquer dans des mouroirs ignobles où ils étaient humiliés et maltraités par des aides-soignants décérébrés. Et malgré tout cela, la révolte leur était interdite. La révolte, elle aussi, comme la sexualité, comme le plaisir, comme l'amour, semblait réservée aux jeunes et n'avoir aucune justification possible en dehors d'eux. Toute cause incapable de mobiliser l'intérêt des jeunes était par avance disqualifiée. En somme, les vieillards étaient en tout point traités comme de purs déchets, auxquels on accordait plus qu'une survie misérable, conditionnelle et de plus en plus étroitement limitée. Dans mon scénario, le déficit de la sécurité sociale, qui n'avait pas abouti, c'était d'ailleurs le seul de mes projets à n'avoir pas abouti, et ça me paraissait hautement significatif, poursuivis-je presque hors de moi, j'incitais au contraire les vieux à se révolter contre les jeunes, à les utiliser et à les mater. Pourquoi, par exemple, les adolescents mâles ou femelles, consommateurs voraces et moutonniers, toujours friands d'argent de poche, ne seraient-ils pas contraints à la prostitution? Seul moyen pour eux de rembourser, dans une faible mesure, les efforts et fatigues immenses consentis pour leur bien-être. Et pourquoi? À une époque où la contraception était au point et le risque de dégénérescence génétique parfaitement localisé, maintenir cet absurde et humiliant tabou de l'inceste? Voilà des vraies questions, des problèmes moraux authentiques, m'exclamai-je avec emportement. Ça, ce n'était plus du Larry Clark. Si j'étais acrimonieux, elle était douce, et si je prenais sans la moindre retenue le parti des vieux, elle ne prenait pas dans la même mesure le parti des jeunes. Une longue conversation s'ensuivit, de plus en plus émouvante et tendre, dans ce bar d'abord, puis au restaurant, puis dans un autre bar, dans la chambre d'hôtel enfin. Nous en oubliâmes même pour un soir de faire l'amour. C'était notre première vraie conversation, et c'était d'ailleurs, me semblait-il, la première vraie conversation que j'ai avec qui que ce soit depuis des années. La dernière remontait probablement au début de ma vie commune avec Isabelle. Je n'avais peut-être jamais eu de véritable conversation avec quelqu'un d'autre qu'une femme aimée. Et au fond, il me paraissait normal que l'échange d'idées avec quelqu'un qui ne connaît pas votre corps n'est pas en mesure d'en faire le malheur, ou au contraire de lui apporter la joie, soit un exercice faux et finalement impossible, car nous sommes des corps, nous sommes avant tout, principalement et presque uniquement des corps. Et l'état de nos corps constitue la véritable explication de la plupart de nos conceptions intellectuelles et morales. J'appris ainsi qu'Esther avait eu une maladie de rein très grave, à l'âge de 13 ans, qui avait nécessité une longue opération
et que l'un de ses reins était resté définitivement atrophié, ce qui l'obligeait à boire au moins 2 litres d'eau par jour, alors que le second, pour l'instant sauvé, pouvait à tout moment donner des signes de faiblesse. Il me paraissait évident que c'était un détail capital, que c'était même sans doute pour cela qu'elle ne s'était pas assagie sur le plan sexuel. Elle connaissait le prix de la vie et sa durée si brève. J'appris aussi, et cela me parut encore plus important, qu'elle avait eu un chien recueilli dans les rues de Madrid et qu'elle s'en était occupée depuis l'âge de 10 ans. Il était mort l'année précédente. Une très jolie jeune fille, traitée avec des égards constants et des attentions démesurées par l'ensemble de la population masculine, y compris par ceux, l'immense majorité, qui n'ont plus aucun espoir d'en obtenir une faveur d'ordre sexuel, et même à vrai dire tout particulièrement par eux, avec une émulation abjecte confinant chez certains quinquagénaires au gâtisme pur et simple, une très jolie jeune fille devant qui tous les visages s'ouvrent, toutes les difficultés s'aplanissent, accueillie partout comme si elle était la reine du monde, devient naturellement une espèce de monstre d'égoïsme et de vanité autosatisfaite. La beauté physique joue ici exactement le même rôle que la noblesse de sang sous l'Ancien Régime et la brève conscience qu'elle pourrait prendre à l'adolescence de l'origine purement accidentelle de leur rang cède rapidement la place, chez la plupart des très jolies jeunes filles, à une sensation de supériorité innée, naturelle, instinctive, qui la place entièrement en dehors et largement au-dessus du reste de l'humanité. Chacun autour d'elle n'ayant pour objectif que de lui éviter toute peine et de prévenir le moindre de ses désirs. C'est tout uniment qu'une très jolie jeune fille en vient à considérer le reste du monde comme composé d'autant de serviteurs, elle-même n'ayant pour seule tâche que d'entretenir sa propre valeur érotique, dans l'attente de rencontrer un garçon digne d'en recevoir l'hommage. La seule chose qui puisse la sauver sur le plan moral, c'est d'avoir la responsabilité concrète d'un être plus faible, d'être directement et personnellement responsable de la satisfaction de ses besoins physiques, de sa santé, de sa survie. Cet être pouvant être un frère ou une sœur plus jeune, un animal domestique, peu importe. Esther n'était certainement pas bien éduquée au sens habituel du terme. Jamais l'idée ne lui serait venue de vider un cendrier ou de débarrasser le relief de ses repas, et c'est sans la moindre gêne qu'elle laissait la lumière allumée derrière elle dans les pièces qu'elle venait de quitter. Il m'est arrivé, suivant pas à pas son parcours dans ma résidence de San José, d'avoir à actionner 17 commutateurs. Il n'était pas davantage question de lui demander de penser à faire un achat, de ramener d'un magasin où elle se rendait une course non destinée à son propre usage, ou plus généralement de rendre un service quelconque. Comme toutes les très jolies filles, elle n'était au fond bonne qu'à baiser, et il aurait été stupide de l'employer à autre chose, de la voir autrement que comme un animal de luxe, en tout choyé et gâté, protégé de tout souci comme de toute tâche ennuyeuse ou pénible, afin de mieux pouvoir se consacrer à son service exclusivement sexuel. Elle n'en était pas moins d'être loin d'être ce monstre d'arrogance, d'égoïsme absolu et froid, ou, pour parler en termes plus baudelairiens, cette infernale petite salope que sont la plupart des très jolies jeunes filles. Il y en avait en elle la conscience de la maladie, de la faiblesse et de la mort. Quoique belle, très belle, infiniment érotique et désirable, Esther n'en était pas moins sensible aux infirmités animales parce qu'elle les connaissait. C'est ce soir-là que j'en pris conscience et que je me mis véritablement à l'aimer. Le désir physique, si violent soit-il, n'avait jamais suffi chez moi à conduire à l'amour. Il n'avait pu atteindre ce stade ultime que lorsqu'il s'accompagnait, par une juxtaposition étrange, d'une compassion pour l'être désiré. Tout être vivant, évidemment, mérite la compassion du simple fait qu'il ait envie et se trouve par là même exposé à des souffrances sans nombre. Mais face à un être jeune et en pleine santé, c'est une considération qui paraît bien théorique. Par sa maladie de rein, par sa faiblesse physique insoupçonnable mais réelle, Esther pouvait susciter en moi une compassion non feinte,
chaque fois que l'envie me prendrait d'éprouver ce sentiment à son égard. Étant elle-même compatissante, ayant même des aspirations occasionnelles à la bonté, elle pouvait également susciter en moi l'estime, ce qui parachevait l'édifice, car je n'étais pas un être de passion, pas essentiellement. Et si je pouvais désirer quelqu'un de parfaitement méprisable, s'il m'était arrivé à plusieurs reprises de baiser des filles dans l'unique but d'assurer mon emprise sur elles et au fond de les dominer, si j'étais même aller jusqu'à utiliser ce peu louable sentiment dans des sketchs, jusqu'à manifester une compréhension troublante pour ces violeurs qui sacrifient leur victime immédiatement après avoir disposé de son corps. J'avais par contre toujours eu besoin d'estimer pour aimer. J'aimais au fond, je ne m'étais senti parfaitement à l'aise dans une relation sexuelle basée sur la pure attirance érotique et l'indifférence à l'autre. J'avais toujours eu besoin, pour me sentir sexuellement heureux, d'un minimum, à défaut d'amour, de sympathie, d'estime, de compréhension mutuelle. L'humanité, non, je n'y avais pas renoncé. Non seulement Esther était compatissante et douce, mais elle était suffisamment intelligente et fine pour se mettre en l'occurrence à ma place. À l'issue de cette discussion où j'avais défendu avec une impétuosité pénible et stupide au demeurant, puisqu'elle ne songeait nullement à me ranger dans cette catégorie, le doigt au bonheur pour les personnes vieillissantes, elle conclut qu'elle parlerait de moi à sa sœur et qu'elle procéderait aux présentations dans un délai assez bref. Pendant cette semaine à Madrid, où je fus presque tout le temps avec Esther, et qui reste une des périodes les plus heureuses de ma vie, je me rendis compte aussi que si elle avait d'autres amants, leur présence était singulièrement discrète et qu'à défaut d'être le seul, ce qui était après tout également possible, j'étais sans nul doute le préféré. Pour la première fois de ma vie, je me sentais sans restriction, heureux d'être un homme, je veux dire un être humain de sexe masculin, parce que pour la première fois, j'avais trouvé une femme qui s'ouvrait complètement à moi, qui me donnait totalement, sans restriction, ce qu'une femme peut donner à un homme. Pour la première fois aussi, je me sentais animé à l'égard d'autrui d'intentions charitables et amicales. J'aurais aimé que tout le monde soit heureux comme je l'étais moi-même. Je n'étais plus du tout un bouffon alors. J'avais laissé loin de moi l'attitude humoristique. Je revivais en somme, même si je savais que c'était pour la dernière fois. Toute énergie est d'ordre sexuel, non pas principalement, mais exclusivement. Et lorsque l'animal n'est plus bon à se reproduire, il n'est absolument plus bon à rien. Il en va de même pour les hommes. Lorsque l'instinct sexuel est mort, écrit Schopenhauer, le véritable noyau de la vie est consumé. Ainsi, note-t-il dans une métaphore d'une terrifiante violence, l'existence humaine ressemble à une représentation théâtrale qui, commencée par des acteurs vivants, serait terminée par des automates revêtus des mêmes costumes. Je ne voulais pas devenir un automate, et c'était cela, cette présence réelle, cette saveur de la vie vivante, comme aurait dit Dostoïevski, qu'Esther m'avait rendu. À quoi bon maintenir en état de marche un corps qui n'est touché par personne? Et pourquoi choisir une jolie chambre d'hôtel si l'on doit y dormir seul? Je ne pouvais, après tant d'autres finalement vaincus malgré leur ricanement et leurs grimaces, que m'incliner. Immense et admirable, décidément, était la puissance de l'amour.